Bonjour à tous, Thomas Chollet, je suis cardiologue dans le service de cardiologie à Saint-Denis, à l'île de la Réunion, où s'est développé le projet de l'école numérique de cardiologie. Je vais vous présenter dans cette vidéo notre protocole sur la douleur thoracique sur lequel nous avons travaillé. Je remercie donc les professeurs Sandrine Charpentier, Thomas Cuisset et Thibault Lermusier qui nous ont aidés dans la rédaction du protocole. Cette vidéo est plutôt à destination des étudiants, externes et peut-être jeunes internes qui veulent revoir un peu la prise en charge de ces patients. La question est très large, on va se limiter ici à la prise en charge d'un patient aux urgences avec douleur thoracique. Vous le verrez dans ce protocole, nous avons cherché à mettre en avant la réflexion habituelle qui est de chercher à chaque étape de la prise en charge des arguments pour les principaux diagnostics de douleur thoracique que l'on a en tête. Donc tout d'abord, en médecine, on ne trouve que ce que l'on cherche et il faut donc savoir ce que l'on cherche. Je vous rappelle donc les 4 principaux diagnostics qui vont guider à chaque étape de la prise en charge notre réflexion, que sont le syndrome coronarien aigu, l'embolie pulmonaire, la dissection aortique et la péricardite. Il faut également avoir en tête les autres diagnostics différentiels possibles en réfléchissant par organe. Savoir rechercher une douleur pariétale reproduite à la palpation est souvent bénigne. Et se retenir au maximum de poser le diagnostic de douleur psychogène qui est un diagnostic d'élimination. En ayant ces diagnostics en tête, la première étape lorsque l'on reçoit un patient avec une douleur thoracique aux urgences va être de définir le degré d'urgence de la prise en charge. On va donc dans un premier temps rechercher les complications potentielles de ces diagnostics de douleur thoracique que nous avons listés ici sur cette diapositive. Il s'agit en fait de rechercher des défaillances d'ordre hémodynamique avec des signes de choc mais également des signes droits, défaillances respiratoires ou neurologiques. En l'absence d'urgence thérapeutique, nous devons réfléchir à l'origine de cette douleur thoracique et il est donc primordial dans un premier temps de mener un interrogatoire policier bien complet afin d'orienter vers tel ou tel diagnostic. Le début de l'interrogatoire cherche à se donner une idée générale du patient avec ses antécédents, ses facteurs de risque, le contexte actuel. Est-ce que nous avons affaire à un jeune patient de 35 ans sans aucun antécédent pour lequel le diagnostic de péricardite est le plus probable, ou au contraire un patient de 80 ans polyathéromateux chez qui une récidive d'infarctus est à éliminer? Au cours de cet interrogatoire, nous avons bien sûr en tête chacun des 4 diagnostics principaux et allons chercher des arguments pour chacun d'entre eux. Il est primordial de bien prendre le temps de caractériser le symptôme du patient, ce que l'on fait parfois un peu trop vite quand on est jeune interne, alors que la sémiologie de la douleur thoracique est excessivement riche. On précisera par exemple le siège précis de la douleur, son type, ses irradiations, la façon dont elle a débuté, les facteurs modifiant la douleur, etc. Tous ces critères vont permettre d'argumenter les différents diagnostics, dont on vous rappelle ici les principales caractéristiques. On pensera également à chercher des signes fonctionnels associés, notamment cardiologiques. Est-ce que le patient a également syncopé? Est-ce qu'il est essoufflé? Est-ce qu'il est fébrile? Etc. Une fois que le patient a été bien interrogé et vous voyez que cela prend du temps de chercher toutes ces informations, on passe à l'examen clinique du patient. Tout d'abord, les constantes qui font partie de l'évaluation du degré d'urgence. Ensuite, systématiquement, on recherche un caractère reproductible à la palpation qui le plus souvent est une douleur pariétale et bénigne et permettra une sortie précoce du patient. L'examen clinique à proprement parler cherche des signes de chaque diagnostic évoqué ou de ses complications. Par exemple, concernant l'embolie pulmonaire, il faut garder en tête qu'une dyspnée à l'auscultation claire associée à la douleur thoracique est évocatrice du diagnostic. Au terme de cette évaluation clinique, il faut toujours avoir en tête la possibilité d'une embolie pulmonaire et évaluer sa probabilité clinique. Vous avez sur cette diapositive le score de Genève et le score de Genève simplifié qui permettent d'évaluer la probabilité clinique d'embolie pulmonaire, ce qui va conditionner la stratégie diagnostique pour ce patient, à savoir bilan biologique et dédimère en cas de probabilité faible ou intermédiaire, qui permettra d'éliminer le diagnostic avec une bonne valeur prédictive négative, enjeu scanner thoracique d'emblée chez les patients avec une forte probabilité. Pour la majorité des patients, un bilan complémentaire minimal va être réalisé avec
En première ligne, l'électrocardiogramme, dont je vous rappelle les quelques particularités dans le contexte de douleur thoracique. Il doit être réalisé dans les 10 premières minutes après l'entrée du patient afin de ne pas méconnaître un syndrome coronarien aigu ST+. Il comporte le CG12 et 18 dérivations puisque certaines anomalies postérieures ne sont visibles que sur ce dernier. Et enfin, ces anomalies ECG sont dynamiques et il faut donc bien sûr penser à répéter le CG. Sur cette diapositive, vous retrouverez les principales anomalies électriques qu'il faut savoir rechercher et vous avez en dessous toutes les anomalies ECG pouvant suggérer un syndrome coronarien aigu non ST trop plus qui sont bien repris dans les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie que vous pourrez consulter. Concernant le bilan biologique, nous disposons donc de deux grands outils diagnostiques que sont la troponine ultrasensible et les dédimères. Le cycle de troponine réalisé à H1, 2 ou 3 selon le protocole local cherche à argumenter un syndrome coronarien aigu. Si il revient négatif, le patient est à faible risque d'événements coronaires à court terme permettant sa sortie et une évaluation cardiologique à distance si jugée nécessaire. Il faut insister sur les nombreuses situations cliniques qui sont associées à une élévation de la troponine, comme la présence d'un sepsis ou d'une insuffisance rénale. Vous savez que la détection d'infarctus de type 2, c'est-à-dire de souffrance myocardique secondaire sans véritable déstabilisation de coronaropathie, est plus fréquente depuis la troponine ultrasensible et que ceci pourra motiver un bilan cardiologique secondaire, mais ne doit pas faire conclure à tort à un infarctus de façon systématique. Concernant les dédimères, nous avons vu ensemble que sa réalisation doit être limitée aux patients pour lesquels la probabilité clinique d'embolie pulmonaire est faible ou modérée. Sa négativité permet d'éliminer avec une bonne valeur prédictive négative à la fois l'embolie pulmonaire et la dissection aortique, ce qui permet de laisser le patient partir en étant rassuré, c'est-à-dire en ayant éliminé des diagnostics graves. Enfin, il ne faut pas négliger la place de la radiographie thoracique dans le cadre de ce bilan de douleur thoracique minimale, qui va surtout permettre de rechercher des diagnostics différentiels comme un pneumothorax ou un épanchement pleural. Au terme de cette évaluation clinique, nous sommes capables de formuler une ou des hypothèses diagnostiques. Souvent, le médecin urgentiste formé à l'échographie ou le cardiologue sollicité va compléter ce premier bilan par une échographie cardiaque, qui est un examen facile réalisé au lit du malade, mais qui en pratique est fréquemment normal. Nous avons repris ici les principales anomalies recherchées, toujours pour nos 4 diagnostics principaux. Il va falloir ensuite demander des examens diagnostiques spécifiques pour confirmer l'hypothèse formulée, avec une coronarographie dans le cadre du syndrome coronarien aigu, un scanner thoracique dont le protocole sera adapté à la recherche soit d'une embolie pulmonaire, soit d'une dissection aortique, il faut choisir, et qui pourra être complété par des coupes abdominales à la recherche de diagnostic différentiel. Enfin, le diagnostic de péricardite est clinique et ne nécessite pas forcément d'imagerie complémentaire. Vous trouverez ensuite une section dédiée aux pièges à connaître, aux messages importants concernant ces différents diagnostics. Concernant le syndrome coronarien aigu, il faut savoir que toute douleur thoracique associée à un bloc de branche gauche complet est un IDM, un infarctus, jusqu'à preuve du contraire. Deuxièmement, il faut savoir que les infarctus du territoire latéral, concernant l'artère circonflexe ou les branches marginales, peuvent parfois donner des tableaux sans anomalie électrique. C'est pourquoi dans les recommandations, toute douleur angineuse qui est réfractaire à un traitement médical doit faire discuter une coronarographie en urgence. Par ailleurs, vous savez que les douleurs épigastriques chez les patients à risque cardiovasculaire doivent également faire suspecter un infarctus inférieur et faire réaliser un électrocardiogramme. Une douleur thoracique associée à une syncope initiale doit faire évoquer une embolie pulmonaire notamment. Concernant la dissection aortique, il faut bien avoir compris qu'un pré-traitement avec un médicament anti-P2Y12 n'est pas anodin avant une chirurgie à risque, raison pour laquelle ce pré-traitement en préhospitalier est uniquement réservé au syndrome coronarien aigu ST+. Enfin, le diagnostic de péricardite est un diagnostic parfois uniquement clinique sur la douleur, sans anomalie biologique, électrique ou échographique associée.
Pour aller plus loin sur le plan cardiologique, nous sommes parfois confrontés à des tableaux de douleur thoracique avec élévation de la troponine, sans argument pour un syndrome coronarien aigu ou avec une coronarographie normale. Et dans ce cas de figure, l'examen de choix à réaliser est une IRM cardiaque qui va permettre une évaluation non invasive du myocarde et aider à comprendre ce qui se passe chez les patients. L'IRM permettra notamment de rechercher des arguments en faveur d'une myocardite ou d'un syndrome de Takotsubo, qui sont deux autres diagnostics de douleur thoracique assez fréquents, dont nous vous avons repris ici les principales caractéristiques, ou encore d'infarctus à coronaire saine, qui motiveront un complément de bilan. Enfin, nous voulions aborder la problématique de la poursuite des explorations à la recherche d'une coronaropathie malgré un cycle de troponine négative. Vous savez que le langor instable, qui est devenu plus rare depuis l'avènement de la troponine ultrasensible, existe toujours, et il arrive de retenir une indication de coronarographie diagnostique chez les patients avec des symptômes typiques survenant au repos. Pour plus de clarté, nous avons proposé de séparer deux situations. D'une part, celle de la douleur thoracique de novo, où dans le cas d'une forte suspicion d'origine coronaire à l'interrogatoire, doit se discuter une coronarographie ou un coroscanner rapidement, en fonction de la probabilité clinique, de la possibilité d'avoir un coroscanner, etc. D'autre part, si ces douleurs sont plutôt chroniques, on se réfère aux dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie sur le dépistage de coronaropathie dans le cadre de langor stable. En pratique, il s'agit des patients qui sont adressés en consultation de cardiologie au décours d'un passage aux urgences pour douleur thoracique, pour lesquels il faut discuter soit de ne rien faire, soit de proposer des tests non invasifs, soit par test d'ischémie, soit par coroscanner. Pour ceux que cela intéresse, vous trouverez ici le tableau auquel on se réfère pour évaluer la probabilité pré-test du patient et décider de l'intérêt ou non de réaliser un test non invasif de recherche de cardiopathie ischémique sous-jacente. Il se pose donc la question de quelle est la meilleure modalité d'imagerie pour tester ces patients, pour dépister une coronaropathie sous-jacente. Le coroscanner à gauche sera privilégié en cas de probabilité faible de maladie coronaire et de bonne qualité d'examen attendu. Il a l'avantage de donner des informations anatomiques sur la présence d'une atteinte athéromateuse au niveau coronaire, avec évaluation du score calcique sur les séquences non injectées. Les tests d'ischémie myocardique non invasifs, écho de stress, scintigraphie myocardique ou IRM de stress, seront eux à préférer en cas de probabilité intermédiaire ou élevée de maladie coronaire, chez les patients avec des antécédents de revascularisation ou lorsqu'une évaluation de la viabilité est souhaitée. Le score calcique coronaire n'a en théorie pas de place dans la prise en charge de la douleur thoracique aiguë aux urgences, mais c'est un outil puissant dans la prédiction du risque d'événements cardiovasculaires chez les patients asymptomatiques. Il s'agit d'un examen simple et rapide. C'est un scanner sans injection de produit de contraste, automatisé avec un logiciel dédié qui donne un score d'Agatston. En pratique, si dans la prise en charge du patient, un scanner thoracique a été effectué et qu'il ne retrouve aucune calcification au niveau des coronaires, on sait que le risque d'événement cardiovasculaire à distance est très faible et donc argumente plutôt une origine non coronarienne. Mais attention, ce scanner non injecté n'est pas un coroscanner et donc ne dépiste pas des plaques récentes non calcifiées, potentiellement instables, dangereuses, et donc ne doit pas être utilisé à tort dans la douleur aiguë. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce protocole sur la douleur thoracique. J'espère que cela vous a plu. Encore merci aux correcteurs. Nous restons bien sûr ouverts aux critiques et à la discussion. À très bientôt.